Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Moi, c'est Laetitia, je suis photographe et je suis spécialisée dans la photo pour les entrepreneurs pour montrer en images ce qu'ils font au quotidien. Et dans ce podcast, j'ai décidé de leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent comment ils apportent de la légèreté dans le quotidien de leurs clients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Deden. Florence, bonjour. Salut, je suis contente que tu m'aies invitée, merci beaucoup. Merci d'avoir Heu, accepté cette invitation. voilà, on se connaît plutôt bien puisqu'on a été clientes l'une de l'autre donc je trouve ça génial ce nouveau concept de podcast qui me parle beaucoup puisque tu parles de brin de légèreté et que, je parle beaucoup de sérénité dans mes accompagnements. Super, on va voir tout ça ensemble. Alors déjà, avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et aussi qu'est-ce qui te donne le sourire au quotidien? Alors, je me définirais comme, quelqu'un de plutôt, sensible, créative aussi je pense profondément humaine. Un mot qui revient souvent, dans la bouche des autres, c'est, bienveillante. Donc ça me définit bien apparemment. À part ça, je suis, une maman, complice avec ses 2 ados, enfin ados, il y en a un qui a 18 ans maintenant. Voilà et puis une femme, qui, a besoin de stabilité aussi, dans sa famille, donc dans son couple notamment. J'aime beaucoup évoluer côté professionnel, mais c'est vrai qu'au niveau familial, j'aime bien avoir mon petit cocon, ma stabilité. Voilà. Qu'est-ce qui me donne du plaisir au quotidien? C'est d'aller marcher, je dirais, tous les jours, autant que possible parce que, ça me met en mouvement, puis je peux, observer la nature et donc il y a un double effet. Il y a le côté, mouvement et le côté, reconnexion à la nature qui me fait beaucoup de bien. Ça m'ancre en fait dans le moment présent. C'est quelque chose, je trouve, qu'on sous-estime beaucoup, la nature et le mouvement. Justement, quand on va pas bien, quand on est fatigué, souvent aller marcher, c'est toujours une bonne idée, on le regrette jamais. C'est ça. En fait, il faut toujours un petit peu allier les 2 quoi. Le corps peut beaucoup aider aussi pour le mental, ça c'est sûr. Et du coup, si tu pouvais, est-ce que tu te rappelles d'un moment de légèreté récemment qui t'a vraiment donné beaucoup de joie? Alors, j'ai envie de dire, c'est les ateliers dessin avec mes 2 garçons. J'ai un peu Ok. transmis le virus, du dessin j'ai toujours un peu dessiné depuis que je suis, ado et voilà, je leur ai transmis ça et donc on se fait des petits ateliers à 3 et ça je trouve ça génial. C'est un peu, comme en psychologie positive, tu sais, on est dans le flow, dans le moment présent et on oublie tout le reste, on oublie, les soucis, on oublie la to-do list, on oublie tout et on est juste là à partager un bon moment et ça je trouve ça m'apporte beaucoup de légèreté. Trop bien. Merci. Alors, on va parler de ton métier maintenant. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que tu fais? Alors, avant d'être, donc coach, hein, j'ai travaillé 20 ans dans le marketing. Donc j'ai eu une période, professionnelle très, créative, en équipe, en entreprise et cetera aujourd'hui, je suis, coach professionnel et j'accompagne, des femmes, beaucoup de femmes en tout cas, plus vers, la sérénité, avancer de façon alignée, en étant plus efficace, parce qu'on fait des bons choix, parce qu'on fait des choix qui sont respectueux de qui on est et de voilà, de s'épanouir au quotidien en faisant des choses qui nous font du bien et pas que suivre des injonctions, comme on sait bien faire. Voilà, je c'est vrai que j'ai la casquette de coach j'utilise, des outils, issus de psychologie positive et d'intelligence émotionnelle pour, les accompagnements, parce que c'est 2 leviers qui me permettent de contribuer au bien-être des gens voilà, en fonction du besoin, j'utilise l'un ou l'autre, levier. Et justement, le bien-être, tu définirais ça comment? Le bien-être, c'est un état interne, en fait. C'est loin de tout ce qui est mis sur le papier. Tu vois, on peut avoir une maison, on peut avoir un bon job, on peut avoir une famille, on peut tout avoir, mais se sentir mal, parce qu'il y a quelque chose il y a une dissonance quelque part, il y a quelque chose qui est pas aligné c'est vraiment un état interne pour moi. Comment dire? Tout mal-être a le droit d'exister et c'est pas que les gens qui, n'ont pas de travail, n'ont pas de famille et cetera, qui ont entre guillemets «le droit» de se sentir mal. Pour moi, c'est vraiment très personnel. Ça peut être un vécu, qui est vraiment, personnel, qui vient de son histoire et cetera c'est pas parce qu'on a tout pour être heureux qu'on est bien. Donc heu, donc voilà, le bien-être pour moi, c'est,
comment se sentir en fait intérieurement mieux dans sa vie. Donc de faire, des choix alignés, d'avoir, enfin de réussir à être soi, réussir à prendre du temps pour soi, enfin c'est tout ça qui va contribuer à se sentir bien donc voilà. Je sais pas si je suis très claire pour répondre à ta question mais c'est tellement difficile je trouve de définir en fait le bien-être. C'est plein de choses quoi. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Parce que effectivement, je pense qu'on a chacun notre définition du bien-être et que deux personnes qui vont venir te voir n'auront pas forcément la même définition. Il va falloir que tu t'adaptes à chaque personne et à Bah, c'est chaque ça en fait, objectif des personnes. en tout cas, ce qui contribue à leur bien-être est propre à chacun donc mais ce qui est sûr, c'est que c'est un état interne dans lequel on se sent bien, dans sa vie, quoi et à différents pans. Alors des fois, ça peut aller dans la vie privée très bien et puis dans la vie professionnelle très mal et donc arriver à trouver un équilibre dans lequel on peut avancer, plus sereinement, quoi. Du coup, ça me fait rebondir sur 2 points. Le premier, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que, c'est pas parce que sur le papier tout va bien, qu'on a un bon boulot, un beau mariage, des enfants, je ne sais pas quoi, que on est, enfin, qu'on doit se sentir bien. Finalement, on a le droit de se sentir mal, même si, d'après les autres, on devrait se sentir bien. Et j'ai l'impression que souvent, il y a des gens qui ont cette culpabilité-là de se sentir mal parce qu'ils se disent, mais mince, je comprends pas. Il y a tout qui va bien. Pourquoi je vais pas bien? Je l'ai J'entends ressenti j'en aussi, donc. Ouais, ouais, non, mais j'entends très souvent, «Oui, mais je sais, il y a pire» et en fait, moi, je trouve ça triste parce qu'on s'autorise pas, en fait, à ressentir ce qu'on ressent et toutes les émotions sont justes. En fait, elles expriment un besoin, personnel. Donc de dire, «Oui, mais il y a pire que moi» et hop, on met son émotion sous le tapis, en tant que coach, ça me fait mal. Je me dis: «Non, la personne a vraiment besoin de se reconnecter à elle-même et à s'autoriser, qu'il y a des choses qui vont pas» et c'est OK et des fois, c'est pas des gros changements à faire. Des fois, c'est des petites choses du quotidien, à changer pour se sentir mieux donc voilà, commencer par s'autoriser et s'écouter. Donc s'autoriser, c'est déjà pas mal. Il y a ça me fait encore rebondir sur autre chose. Tu dis que, ouais, il y a pire ailleurs. Est-ce que justement, dans ton expérience ou dans tout ce que tu as appris, est-ce que le fait d'avoir vécu des choses dramatiques dans sa vie, justement, nous permet de relativiser finalement et de vivre plus sereinement? Et les personnes qui finalement n'ont jamais rencontré de problème dans leur vie, vont être peut-être, voilà, pinaillées pour des petits détails et se chercher finalement des raisons d'aller mal ou ça n'a rien à voir? Je ne sais pas si on peut généraliser vraiment, mais je pense que, quand on vit des moments difficiles, des moments un peu challengeants, on apprend beaucoup sur soi. Ça nous oblige en fait à apprendre sur nous et à retrouver l'équilibre et donc c'est des phases de croissance personnelle finalement, même si elles sont douloureuses. Maintenant de dire que ceux qui n'ont jamais eu de problème, passent à côté de plein de choses, je pense que ça dépend tellement de l'état d'esprit de la personne, on peut ne pas avoir de problème et avoir cette «intelligence», entre guillemets, quand même. Donc je dissocierais les deux quoi. Je dirais pas que c'est vraiment, que les gens qui vivent des choses difficiles, qui ont le recul suffisant, mais en tout cas, c'est vrai que parfois, on peut manquer de recul, par rapport aux situations, pinailler sur des petites choses et parfois c'est même révélateur d'un mal-être d'ailleurs. Hem, on a peut-être un chemin à faire, un chemin d'évolution à faire, mais qui est propre à chacun, hein. Il y en a qui voudront pas emprunter ce chemin-là et c'est OK, quoi. C'est pas j'ai pas envie de faire du développement personnel une injonction non plus, tu vois? Je trouve que ça peut être aussi assez malsain à ce niveau-là, donc c'est à chacun de le sentir, en fait, en fonction de son chemin, de vie, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis. Et justement, ça va dans le sens où tout à l'heure, tu disais que le bien-être, c'était enfin, à un moment, tu as dit, c'est chercher à aller mieux au quotidien, mais au final, est-ce que justement, il n'y a pas aussi aujourd'hui cette injonction finalement au bien-être, au développement personnel? Est-ce que c'est pas aussi une injonction qu'on nous impose au quotidien de il faut aller mieux, il faut peut-être même méditer, ce genre de choses pour aller mieux, pour essayer d'atteindre un objectif de perfection du bonheur ou du bien-être? Alors c'est tout à fait dangereux aussi, clairement, bon moi j'évolue dans le bien-être, dans le développement personnel depuis maintenant plus de 5 ans et je vois un petit peu, je ressens même pour moi-même des fois des petits effets pervers effectivement où, on va être peut-être trop, dans la réflexion, à essayer de se comprendre et cetera et on arrête de ressentir, on finit par être tout le temps dans sa tête donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre,
prendre du recul sur ce qui se passe dans notre vie et en même temps, pas tout mentaliser, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, on suranalyse et moi j'en vois aussi parfois dans les ateliers ou autres qui mentalisent, ils disent mais je me connais, mais je sais comment je fonctionne, mais qui sont déconnectés en fait de ce qu'elles ressentent. Enfin, tu vois, ça reste trop là-haut et donc c'est un équilibre en fait à trouver entre la tête, le corps, le cœur. Enfin, c'est tout ça quoi. C'est toujours un peu un équilibre à retrouver en fait. Et pour moi, il n'y a pas à atteindre quelque chose en fait. C'est parce qu'on est toujours en fait en déséquilibre, en train de réajuster en fonction de ce qu'on vit et en fonction des phases de vie quoi. Il y a jamais un but atteint à un moment donné en fait. Donc Et si finalement, on se foutait pas un peu la paix? ça me rappelle quelque chose, hein, mais oui, mais clairement, oui, oui, c'est ça, c'est se foutre la paix. Et puis aussi, on a tellement d'injonctions qu'on se parle tellement mal parfois. On est très exigeant envers soi-même et on finit par avoir des mots très difficiles envers soi. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et en fait, moi, mon travail consiste beaucoup à revenir avec plus de douceur dans ce discours intérieur. Et parce que parfois, on croit qu'on va mieux avancer en se foutant entre guillemets un coup de pied aux fesses, en étant dur avec soi-même, mais c'est aussi qu'on a appris à fonctionner comme ça et c'est pas forcément ça qui est le plus efficace au final. Et pour moi, c'est plus se reconnecter à comment on fonctionne, ses émotions, ses besoins et apprendre à y répondre de façon plus juste. Ça va vraiment nous aider en fait à avancer et à faire les bons choix aussi. Pas les choix supposés, pas les choix qu'on croit devoir faire, mais vraiment les choix qu'on ressent bons pour soi en fait. Donc moi, je suis totalement convaincue puisqu'on a fait un coaching ensemble et justement, j'avais cette problématique de essayer de faire des beaux plannings, des choses bien détaillées comme on voit partout sur les entrepreneurs parfaits qu'on voit sur les réseaux. Et la conclusion de tout ça, ça a été et si je me foutais la paix. Et effectivement, ça va beaucoup mieux. En fait, on sait très bien, notre corps sait ce dont il a besoin. Alors, bien sûr, parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous aider justement à voir de quoi on a besoin. Mais une fois qu'on arrive à le voir, ça va quand même beaucoup mieux. C'est ça, c'est tout ce que tu dis, c'est vraiment important. C'est-à-dire que parfois, on est face à des gens qui disent c'est bon, j'ai lu plein de livres, je picore à droite à gauche des contenus de développement personnel. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que le rôle d'un coach ou d'un thérapeute, peu importe, c'est aussi d'avoir le regard extérieur, en fait, déjà. Donc, effectivement, de voir ce que toi, tu vois pas, parce que tu es dans ton fonctionnement, tu peux pas forcément voir d'en haut tout ce qui se passe. Et donc, d'avoir le regard externe, c'est hyper important et d'autant plus de quelqu'un qui a l'habitude de voir un peu les schémas de pensée, de fonctionnement, qui va voir ça, comme on disait en formation coaching, un peu comme un enfant de 5 ans, en fait. On écoute la personne, non pas en disant oui, oui, elle a raison ou quoi, mais avec des yeux d'un enfant de 5 ans, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vision neutre où notre propre vision du monde ne va pas influencer notre compréhension de l'autre et on va pouvoir du coup faire évoluer aussi la perception de l'autre, de son client, en disant ce qu'elle dit, on va le remettre en question en fait. On va, on va se dire est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est vrai? Et on va faire voilà, avancer les perceptions comme ça. C'est assez subtil et c'est pour ça que c'est important de faire la fameuse séance de bouclage à la fin pour voir tout ce qui a évolué parce que des fois, c'est tellement des petites choses comme ça de perception, de déclic au fur et à mesure des séances de coaching que on voit pas très très bien en quoi on a avancé et pourtant on a avancé et donc on voit le avant après et tout ce qu'on ne fait plus ou ce qu'on fait autrement et c'est là qu'on se dit ah ouais ouais ça a servi à ça à ça à ça donc ouais. Trop bien, merci pour tout ça. Du coup, justement, comment ça se passe une séance avec toi? Comment se déroule un suivi ou qu'est-ce que tu proposes? Alors ça commence toujours déjà par une séance découverte pour faire connaissance et voir un peu si la problématique en question amenée par le client je peux l'accompagner si le feeling passe etc. Et une fois qu'on travaille ensemble, on commence par une séance qu'on appelle préliminaire, qui est une séance purement basée sur la situation de la personne et on va aller vraiment écouter tout ce qui se joue dans la situation, donc les émotions, les pensées, les croyances, ce qu'elle a déjà essayé, à quoi elle s'est heurtée, à quoi elle aspire. Enfin, on fait vraiment le tour de toute la situation et déjà rien que cette séance en général, elle est plutôt efficace et de souvenir c'est aussi ce que tu m'avais dit. Et c'est vrai qu'après, on va travailler à chaque séance sur
on va dire une couche d'oignon. En fait, un problème, c'est comme un oignon, il y a plusieurs couches à enlever pour que ça puisse, qu'on puisse vraiment avancer, qu'il y ait pas, je vais prendre un exemple, mais si on a peur de faire quelque chose, ça peut être lié au regard des autres, ça peut être lié à une insécurité, par rapport à des échecs précédents, ça peut être lié à plein de choses et donc à chaque séance, on va travailler, sur un point, par exemple, le regard des autres, d'où vient cette peur du regard des autres? D'où vient ce manque de confiance par rapport à telle situation? Enfin, on va y travailler chaque couche d'oignon, donc ça nécessite un certain nombre de séances en fonction même de la problématique de la personne. Ça peut être 3, 5 ou 10 séances, peu importe. Ça dépend vraiment, voilà, combien de couches d'oignons on va devoir, retirer, pour avancer vraiment, sereinement derrière. Et du coup, c'est aussi quelque chose que je t'avais dit à l'époque, c'est que finalement, je savais pas vraiment, qui peut venir te consulter dans le sens où parfois on sent qu'il y a quelque chose qui coince, mais on n'a pas forcément des mots à mettre dessus et voilà, on sait pas si, on peut venir te voir toi ou quelqu'un d'autre. Enfin, on sent qu'on a besoin d'aide, mais on sait pas trop à qui demander. Donc quand est-ce qu'on doit venir, te consulter? Alors déjà, je dirais, même si on a un doute, on peut aller en rendez-vous découverte. C'est gratuit, sans engagement et puis, on expose et on voit si oui ou non, le coaching peut nous aider. Déjà, ça, c'est une première chose et après, en général, c'est, des gens qui ont du mal à penser à eux, qui ont du mal à faire des choses pour eux. Donc, quand ils sentent que, ils sont un peu trop au service de l'autre, qu'ils sont un peu perdus, la joie de vivre, qu'ils sont un peu perdus, ils se sentent un peu désalignés dans leur vie. Donc, côté perso, c'est vraiment, quand tu es trop au service de l'autre et que tu fais pas les choses pour toi et que du coup, tu es pas épanoui, tu vois? Tu sens qu'il y a ça vibre pas, tu es plus épanoui, il manque quelque chose, quoi. Et côté pro, mon accompagnement, c'est plutôt pour accompagner, les femmes comme moi qui, soit ont eu un projet à côté, se sont reconverties, soit sont déjà entrepreneurs et qui, ont du mal à avancer d'une manière ou d'une autre parce que, on fonctionne d'une certaine manière et même dans l'entrepreneuriat, on continue à fonctionner de cette manière-là et par exemple, si on est perfectionniste, ça peut être compliqué d'avancer dans ces dossiers, dans ces projets parce qu'on va passer, des heures, des jours sur des projets qu'on pourrait finir en 3 heures si on va porter moins d'importance à chaque petit détail et à bien faire, et cetera. Donc, le perfectionnisme fait beaucoup partie des thématiques. La procrastination, le doute de se sentir légitime. Moi, je me suis reconvertie, je suis passée du marketing au coaching. Je peux te dire qu'il y a eu une période où me sentais pas très légitime parce que, qui j'étais pour être coach, quoi. J'avais fait 20 ans de marketing avant, donc peut y avoir des questions de légitimité en début d'entrepreneuriat, notamment, quand on lance ses projets. Voilà, les gens qui n'osent peut-être pas se montrer aussi, parfois, sur les réseaux, les événements, qui n'osent pas démarcher. C'est tout ce qui nous bloque, en fait, dans nos projets. Donc, moi, je suis là pour, faciliter, en fait, que les projets, puissent, se développer, s'épanouir et que la personne s'épanouisse aussi dans son projet. Parce que ça, on l'oublie parfois, on est en mode, warrior, quand on est entrepreneur, voilà, on se fait une liste de fous et on pense qu'à son entreprise, qu'il faut faire ci, ça, ça, ça. Et on oublie que le carburant de l'entreprise, c'est l'entrepreneur, quoi. Donc, si on oublie de refaire le plein et qu'on s'épuise, on se retrouve en panne sèche et puis l'entreprise, elle peut plus avancer. Donc, moi, la première, quand je sens que j'ai plus l'énergie, je ralentis, je lève le pied et c'est ce qui s'est passé dernièrement. D'ailleurs, j'ai levé le pied et là, il y a une nouvelle énergie qui revient et tu vois? Et en fait, c'est encore mieux, c'est la motivation, l'élan, il est revenu, il y a plein d'idées, il y a plein d'inspirations et des fois, voilà, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Donc, je Merci. dirais, voilà, un petit coup de pouce sur, le chemin de la réussite de ces projets de cœur, quoi. Ça, voilà, ça me tient à cœur parce que moi-même, en fait, je me suis lancée dans un projet de cœur, donc pouvoir aider les gens à réaliser leur projet de cœur, c'est important. Alors c'est intéressant que tu dises projet de cœur parce que tu parlais d'abord, juste des gens dans leur quotidien qui avaient peut-être du mal à avancer et après, ceux qui ont des projets entrepreneuriales. Mais finalement, je pense que ceux que tu décrivais qui pensent, aux autres avant de penser à eux, c'est aussi, leur projet de cœur, c'est leur famille, c'est, voilà, leur projet, c'est de rendre les autres heureux peut-être et voilà, donc chacun ses projets, que ce soit personnel ou, dans l'entrepreneuriat, voilà, il faut qu'on a tous des blocages et il faut les débloquer. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que le coaching peut aider à plein de niveaux, hein, que ça soit recherche de sérénité, de confiance, de clarté, enfin, ça aide à plein de choses. C'est pour ça que c'est difficile de résumer en 2 phrases. En fait, le coaching, ça t'aide à plein de niveaux et juste à
à mieux avancer, en fait. Si je dois résumer ça, c'est voilà, comment mieux avancer dans la vie, comment mieux se sentir mieux, plus épanoui, et on va regarder qu'est-ce qui se passe, en fait. Pourquoi on n'arrive pas à faire les choses autrement, par exemple. Et du coup, c'est quoi pour toi la différence entre un coaching et une psychothérapie, enfin d'avoir un psychologue? Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de renvoyer, une coachée en parallèle chez un psy. Pourquoi? Parce que, ben, sa problématique touchait, quelque chose de l'enfance qui était, bien ancré. Dans le coaching, nous, on est vraiment, on va prendre comme point de départ, son historique à la cliente par rapport à pourquoi elle fonctionne comme ça, pourquoi elle a ces réactions-là aujourd'hui, et on va, trouver des stratégies, des façons de voir les choses autrement pour avancer, dans le futur, mieux. Mais quand, il y a des choses très, très ancrées, limite un peu traumatiques ou quoi, bah là, c'est pas le rôle du coach. Là, c'est le rôle, du psychothérapeute, du psychologue, en fonction de qui on va aller voir. Mais c'est, là, ils vont s'attarder vraiment sur le passé, ils vont travailler le moment du passé, tu vois? Ils vont aller travailler, un souvenir spécifique. On s'y attarderait plus, en fait, dans la thérapie. Dans le Ok. coaching, on l'utilise comme base, mais on n'est pas formé à à travailler les traumas, en fait. On est formé à aider la personne à voir les choses autrement, à avancer différemment, trouver d'autres façons, enfin d'autres stratégies pour avancer. Tu vois? C'est un petit peu différent au niveau de l'approche, quoi. Alors du coup, quand j'entends le mot coaching, moi je pense, ben, basiquement au coaching sportif, hein, parce que moi je suis une adepte du sport. Et donc un coaching sportif, on te donne des exercices à faire, des choses à faire. Est-ce que toi, tu donnes des exercices ou des devoirs, entre guillemets, à faire entre deux séances? Alors, ça peut m'arriver. Après ça dépend, de ce qui sort en séance, et j'aime bien faire, des petits travaux, d'introspection. Donc donner des choses à approfondir selon les sujets qui sont venus, et ce qui vient spontanément en séance, et donc ben, c'est vrai que parfois, ben, toi, tu as eu aussi un petit truc à faire, et c'est vrai qu'on a besoin d'aller faire quelque chose, de prendre le temps d'introspecter derrière une séance de coaching parfois sur une thématique qui est sortie, où on sent qu'il y a un truc à travailler, et puis on en reparle à la fois d'après, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait, entre, séances de coaching à 2 et séances d'introspection entre les séances, et parfois ça peut être aussi une mise en action, hein, ça dépend des thématiques, mais ça peut être d'expérimenter des petits pas, sur un truc qui est difficile à faire aujourd'hui, et on va aller chercher le pas le plus facile pour, se mettre en mouvement, et donc entre séances, essayer de passer à l'action et être débriefé et débriefer après, à la séance suivante. Tu vois, c'est entre introspection et mise en action, entre les séances, de coaching. Ok. Et justement, est-ce que tu aurais un petit exercice à nous donner, à toutes les personnes qui nous écoutent, un petit exercice qui pourrait nous alléger la vie un petit peu au quotidien, voilà, quelque chose qui nous ferait du bien? Bah, c'est quelque chose que je pratique en fonction de mon état interne. Si je sens, tu vois, que je suis pas de très bonne humeur, que je suis un peu morose, qu'il y a quelque chose qui me travaille, donc que je suis passée, quelque part à côté de certaines émotions, bah, je prends mon carnet, et puis je fais ce qu'appelait, Jonathan Lehman, qui est fondateur de Seven Mind, une application de méditation, a écrit dans son bouquin, Les antisages du bonheur, c'est les poubelles mentales. Je trouve ça génial comme terme, les poubelles mentales. En fait, c'est juste tu as plein de brouillard, tu vois, dans la tête, tu as plein de choses qui sont pas forcément des pensées très agréables, et donc tu poses tout ce qui te passe par la tête sur le papier, et donc tu vides, en fait, déjà ta tête comme ça, et ça fait beaucoup de bien, en fait. L'idée, c'est pas de se relire, c'est pas de donner de la force à un discours négatif, c'est juste de sortir de la tête tout ce qui nous passe par la tête, et des fois, il y a des choses qui sortent, on se dit: «Ah ouais, il y a ça, OK». Parce qu'en fait, le fait de dérouler en écrivant, on découvre qu'il y a d'autres choses derrière. Alors que si on reste dans sa tête, des fois, on va pas aller approfondir, on va pas aller, digérer, et travailler la chose. Donc là, l'idée de d'écrire, de laisser aller, ben, il y a tout qui se déroule, il y a tout qui sort, et ça fait beaucoup de bien. Et si on veut finir par une note positive, ben, j'aime bien ce qu'on appelle les 3 kiffs par jour. C'est vrai que c'est de mettre, ben, les 3 bonnes choses de sa journée, sur la feuille. Alors pas juste mettre, un bon repas en ami, le soleil dehors, une balade, je sais pas quoi. C'est vraiment d'aller, chercher, aussi qu'est-ce qui m'a fait du bien dans ce moment-là? Donc vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui nous a nourris, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit possible? Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? Et donc
toutes ces questions à côté des 3 moments, positifs de sa journée vont nous aider à, développer, en fait, ces moments-là, à se dire: «Bah oui, je pourrais recommencer à faire ci comme ça et ça me fait du bien parce que et puis, je vais faire comme ça». Enfin, tu vois, ça nous aide à nous mettre, un peu plus en mouvement, de redévelopper ça davantage. Donc ça, c'est propre à la psychologie positive, en fait, c'est, le principe, c'est, tu prends ce qui te fait du bien et tu le développes dans ta vie. C'est pas ce qu'on dit, généralement, méthode Coué, affirmation positive, j'entends ça, mais en permanence et je dis: «Mais non, la psychologie positive, c'est pas ça. C'est pas se répéter des phrases qui ont une dissonance par rapport à ce qu'on ressent réellement, c'est se forcer de penser positif». C'est, plutôt, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelles sont mes réussites? Enfin, c'est tout ce qui est positif qui fonctionne et qu'on va essayer de développer. Donc c'est ça, c'est la science du bonheur, c'est ça, qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, pour, préciser ce que c'est que la psychologie positive, généralement, on parle de gratitude, d'optimisme, de résilience, de force personnelle, c'est-à-dire ce qui nous rend uniques. C'est toutes ces thématiques, en fait, qu'on traite dans la psychologie positive. Alors justement, la prochaine question, c'était, c'est quoi les plus grandes idées reçues qu'on a, sur, le coaching? Et là, j'ai juste envie de rebondir sur la psychologie positive parce que c'est vrai que souvent on nous dit, «Oui, il faut être positif, hein, même s'il y a un gros problème, faut voir que le positif, que le positif, que le positif». Mmh. Mais on est d'accord que c'est pas ça Non. et tu vas pouvoir nous en parler. Oui, alors, moi j'étais, alors pour commencer l'histoire, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie positive en 2020 avec une mini formation. C'était juste, je savais pas trop ce que je voulais. Je me suis dit: «Bon, OK, on va essayer ça. C'est une petite formation en ligne, on verra bien si ça me plaît». Ça a été le début de ma reconversion, donc autant dire que ça m'a plu et que ça m'a parlé, ça m'a aidée et tout ça. Mais après, je me suis quand même formée, plus sérieusement, on va dire, plus profondément, au sujet avec un psychologue, en fait, un psychologue qui, fait des formations sur la psychologie positive, à l'université vers Grenoble et qui fait des cours en ligne, par rapport enfin, pour les professionnels, en fait, sur la psychologie positive, sur l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai fait mes formations chez lui et j'ai trouvé ça, vraiment très, très génial parce que justement, heu, il le rappelle, la psychologie positive, c'est pas mettre sous le tapis ses émotions. Hem, c'est, plutôt, savoir les regarder en face et savoir les accompagner et puis, développer ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est plus que voilà, le toujours positif, ça c'est impossible et puis c'est une injonction qui rend malheureux. Parce qu'on peut pas être tout le temps, positif, c'est pas possible On n'est pas dans le et monde des bisounours, quoi. non et puis chaque émotion a un message aussi de toute façon donc si on n'écoute jamais ses émotions négatives, si on évite certaines émotions, on passe à côté d'une partie importante, pour notre bien-être. Par exemple, ce que je retrouve, souvent chez des personnes et que j'avais chez moi aussi, c'était, le fait d'être toujours tourné vers les autres et puis de vouloir toujours être dans le faire plaisir, être agréable à l'autre et du coup, quelle est l'émotion qu'on va éviter? C'est la colère, par exemple. Alors que la colère, en soi, elle est pas mauvaise. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on en fait? Qui peut être négatif comme, quand on devient agressif, que ça devient dangereux et cetera. Mais quand, on pense que la colère, en fait, c'est juste poser ses limites parce qu'il y a eu, quelque chose qui nous a pas respectés, mais c'est OK, en fait. Et donc si on passait à côté tout le temps de sa colère, on se laisserait marcher dessus, en fait. Ça veut dire qu'on pose jamais ses limites. Donc toutes les émotions sont bonnes, en fait. C'est juste de les remettre pour ce qu'elles sont, un message, heu et une utilité, derrière. Donc c'est pas, l'action derrière qu'il faut regarder. Intéressant. J'avais jamais vu ça Mmh. comme ça, mais c'est vrai que oui, il y a l'émotion et puis il y a, l'action qu'on y met derrière qui est, pas forcément, C'est la ça même et et c'est celle-là qu'on veut éviter finalement, mais pas c'est ça. l'émotion en elle-même. Il y a une mise en action par rapport à l'émotion, mais qu'on peut, réorienter aussi. Et moi, j'ai ressenti, pour la première fois, quand j'étais en entreprise, une, un alignement, un ancrage dans un moment où j'étais en colère et c'était la première fois que j'ai accepté ma colère de façon positive, vraiment, hem, parce que, la personne avait dépassé les limites, quoi et que j'ai dit: «Non» et en fait, ça me faisait du bien parce que c'était, une affirmation, tu vois? C'était je pose mes limites, je suis pas d'accord et je dis: «Non» et la personne en face, elle me fait: «Mais c'est pas la peine de se mettre en colère». Je fais: «Mais si, en fait, si, parce que, voilà, je pose mes limites et là, c'est pas OK pour moi. Là, ça dépasse, là, on me marche trop dessus, quoi». Et c'est ça le problème, tu vois? On pose pas ses limites, on se fait marcher dessus
parce qu'on n'ose pas être en colère, on n'ose pas être la méchante. Et en fait, il faut accepter des fois d'être la méchante pour se respecter soi, en fait. Ça résonne tellement en moi ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être la méchante et moi aussi je sais que quand justement je suis dans cet état-là où j'arrive au bout, mais c'est peut-être aussi ça, c'est qu'on attend justement la dernière minute et c'est là qu'on explose et qu'on a des attitudes qui sont pas du tout cohérentes Ouais. ouais. Et puis finalement, tu vois, c'est contre-productif parce qu'on essaye de faire, de prendre soin d'une relation en étant agréable, en étant sympa et tout ça. Et en fait, à un moment donné, bah, on explose parce qu'on a trop accumulé et la relation peut en pâtir. Donc finalement, quand on y réfléchit, vaut mieux vider son vase au fur et à mesure. Ça passera mieux que d'exploser d'un coup. Donc ouais, c'est toute une rééducation en fait, d'arriver à être confortable à dire les choses. Donc ça aussi, tu vois, ça peut être des sujets de coaching, c'est comment je vais réussir à exprimer mes besoins. Déjà, il faut que j'y sois connectée, première chose, mais aussi comment j'amène la chose pour que ça soit entendable, pour que je sois pas prise par l'émotion sur le moment. Voilà, c'est ouais, réapprendre à interagir. Donc ça, c'est toute une discussion, hein. Le relationnel, je crois que c'est le sujet phare pour tout le monde. Oui, je pense que c'est quelque chose dont on aurait bien besoin dans notre société aussi, Oui, apprendre à oui. échanger, à discuter. Et à pas s'insulter tout de suite. Oui. Exactement. Et du coup, il y a d'autres idées reçues que tu avais envie de casser? Ce qui m'agace un petit peu parfois, c'est les gens qui viennent et qui attendent, tu sais, des solutions miracles, qui se disent, ils viennent passifs, vas-y, donne-moi la solution miracle toute faite et tout. Et en fait, il n'y a rien, il n'y a pas il y a pas de solution toute faite. Mais s'il n'y a pas de personne identique, donc de toute façon, chacun a son histoire, chacun a son fonctionnement, ses émotions. Donc, et je trouve aussi que le côté passif me dérange beaucoup parce que pour moi, c'est un travail sur soi quand même, une rééducation de certains comportements ou de certaines perceptions. Donc, ça demande un certain investissement personnel, ça demande une mise en action, de s'investir dans l'accompagnement. Et plus le client s'investit dans l'accompagnement, plus il aura de l'effet aussi. Si on s'attend juste à 1 heure de coaching tous les 15 jours et puis c'est tout, et qu'on fait rien à côté, ben, ça limite quand même le pouvoir du coaching, tu vois. Il faut vraiment s'investir dedans. Donc, je suis assez contre toutes ces idées de, il y a des solutions faciles, rapides, miraculeuses. Donc Je suis un finalement, peu sceptique. finalement, tu es une guide de randonnée en haute montagne. Donc toi, tu montres le chemin, les gens doivent marcher, mais tu n'es pas un chauffeur de bus où les gens ont simplement besoin de monter dedans et c'est bon, quoi. C'est Oui, je suis guide de montagne, c'est ça. On est accroché avec la corde et ah, non, quand même pas, parce que pas si l'autre tombe, il t'emmène pas avec, ce serait quand même triste. oui, mais dans le genre guide en tout cas, oui, oui, c'est montrer la voie, guider et aider la personne aussi à trouver ses outils, ses ressources internes. En fait, pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas qu'elle ait besoin de moi en permanence, en fait, la personne, c'est qu'elle comprenne comment elle fonctionne, qu'elle soit un peu outillée pour les moments où ça va être plus compliqué, parce que c'est pas parce qu'on a résolu une fois le problème qu'il n'y aura jamais plus rien derrière. Donc, être outillé pour savoir faire face aux moments qui vont être à nouveau compliqués, parce que ben, il y a des phases de vie qui sont parfois plus dures que d'autres, quoi. Donc, se sentir, voilà, avoir les ressources pour faire face, en fait. C'est aussi ça, hein, la résilience, hein. C'est apprendre de ses épreuves, de ses échecs, etc. Et puis pouvoir avancer à chaque fois un peu mieux parce que ben, on a appris sur soi, parce qu'on sait qu'on a des ressources intérieures. Voilà. Donc, En fait, ça m'amuse assez, enfin amusé entre guillemets, parce qu'en même temps que j'ai fait le coaching avec toi, j'avais fait un coaching avec une diététicienne, donc Bénédicte que j'ai interviewé plus récemment avant toi, et je retrouve vraiment exactement les mêmes choses entre vous deux. C'est justement ce fait que bah elle aussi, il y a des gens, ils se disent, ils vont venir, elle va donner un suivi à respecter. Alors oui, ok, peut-être que pendant un temps ça va marcher, mais après ça ne marchera pas, et que son objectif à elle, c'est de donner les clés justement pour que les personnes arrivent à manger correctement selon leurs besoins, leur énergie du moment, etc. Et toi, c'est exactement ça. C'est tu donnes les clés pour aider les gens à être autonomes finalement dans la suite. Et je trouve que vous avez vraiment un rapport très similaire par rapport à tout ça, même si c'est des domaines très différents, mais qui finalement, dans la psychologie, c'est quand même un peu similaire, je trouve. oui, et ça soulève, je me souviens quand tu m'en avais parlé, ça soulève un point qui est essentiel, c'est que des fois le client vient chercher quelque chose
qu'il attend de toi en tant que coach. Et des fois, c'est justement l'inverse qu'il faut faire pour l'aider. Parce qu'en fait, ça casse sa façon de fonctionner et c'est ce qui avait fonctionné avec toi aussi finalement. C'était de prendre le contre-pied et de pas donner ce que tu attendais, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, elle s'appelle comment? Bénédicte, c'est ça? Bénédicte, oui. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que ça t'a fait un déclic de ouf. Oui. Et c'est ça, en fait, en coaching, c'est aussi ça. C'est le fait de cerner comment la personne fonctionne, ce qu'elle attend de toi, mais qui est pas forcément ce dont elle a besoin. C'est, c'est ça qu'on appelle la position méta, c'est-à-dire se mettre un peu en hauteur et observer ce qui se passe, ce qui joue chez toi, chez le coaché, dans ce qui se passe en séance et arriver à donner le bon contenu au bon moment, quoi. Bah, du coup, les gens qui vont écouter ces podcasts vont vraiment commencer à bien me connaître. Donc, c'est vrai que moi, j'avais ce truc-là de toujours être parfaite et de faire plaisir aux autres. Mais c'est vrai que du coup, en tant qu'entrepreneur, bah en fait, je dois me faire plaisir à moi-même. C'est moi-même le chef. Donc, je peux pas faire bien le travail pour faire plaisir à quelqu'un. C'est à moi-même. Et c'est vrai que ce coaching, ce que j'en attendais un petit peu, c'était bah, que tu me donnes des exercices et que je les fasse et que tu me dises, c'est bien, tu as avancé. Et voilà, et tu m'as appris complètement bah, relâcher tout ça et puis bah, faire les choses pour moi et pas pour les autres. Et c'est bien. Oui, c'est ça. Et je le fais aussi avec mes enfants, hein. C'est marrant. Mais ça me fait juste penser à ça. C'est que des fois, ils viennent, ils disent, ah, j'ai eu, je sais pas, 18 sur 20. Je fais, t'es content? Et pas, ouais, super, bravo, maman, elle est contente. Non, on s'en fout, en fait. C'est C'est vrai. est-ce que toi, tu es content de ce que tu as fait? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte? Et puis, j'essaye aussi que ce soit pas la course à la bonne note. Parce que ça, je trouve qu'on fait trop des enfants, enfin, on fait trop, on leur met trop la pression pour qu'ils soient des bons élèves, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils soient sages, tout ça. Mais en fait, on oublie que c'est des adultes en devenir, qu'ils ont besoin de se responsabiliser, d'avoir leur propre opinion sur les choses, de s'affirmer. Enfin, je sais pas, c'est devenir quelqu'un, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est le côté renvoyer toujours à ce que la personne pense elle-même. Et c'est aussi souvent dans le cas de quand on a besoin de reconnaissance, en fait, hein. Quand on attend trop, ben, par exemple avec les réseaux sociaux aussi, quand on attend le like, ah, j'ai eu que 2 likes et tout. On est tous comme ça, hein, on est tous un peu en mode en train de regarder les likes pour voir si ça plaît et tout, mais en fait c'est une erreur fondamentale. C'est vraiment, enfin, c'est mettre notre bien-être dans les mains des autres, quoi. Et puis il y a tellement de gens qui vont voir les posts mais qui vont juste pas liker. Ça aussi, et on oublie en fait qu'il y a une partie un peu invisible de notre audience, juste qui aime pas liker ou qui prend pas le temps, quoi. Et ça C'est veut vrai. pas dire que c'est nul ce qu'on fait, tu vois. Mais on est trop axé sur le besoin de reconnaissance, besoin de feedback et tout. Donc faisons les choses juste pour aider ou juste pour nous faire plaisir. Mais ouais, il faut arriver à se détacher de ce truc qui nous fait pas du bien, hein, clairement. C'est comme la comparaison, c'est pareil. Euh, moi, quand je me compare trop, je me désabonne, hein. Donc, faut pas le mal prendre des fois, mais c'est vrai que quand je vois ça, je me protège et j'arrête de me comparer en permanence en m'abonnant à tel et tel compte. J'y vais quand j'en ai envie. J'y vais quand j'ai envie de voir ce que la personne fait, mais j'y vais pas. Je suis pas obligée d'avoir tous les push notifications, tu vois. Oui, oui. Du coup, j'en retiens une chose, ne pas laisser son bonheur dans les mains des autres. Donc ça, c'est pas Ouais. mal ce que tu viens de dire. Et donc là, tu partais sur les réseaux sociaux. On va y venir juste après. Mais d'abord, j'ai une Ok. dernière question par rapport à ce que tu disais justement, le guide de montagne avec la corde. Ça m'a fait penser à justement de peut-être entendre des gens qui finalement vont peut-être se plaindre chez toi au quotidien. Est-ce que ça a un impact sur toi? Alors, c'est vrai que ça peut être difficile parfois au niveau émotionnel sur le moment quand tu es touché par la difficulté. Mais en même temps, moi, je sais que c'est pas parce qu'on pleure que c'est grave. Au contraire, tu vois, des fois, les gens sont gênés d'arriver en pleurs ou autre, mais bah, c'est libérateur. Oui, non, mais ça m'est arrivé d'avoir une femme qui est arrivée tout de suite en séance. Je lui fais comment ça va et hop, elle s'est mise à pleurer. Ben, je me suis dit, ok, je vais faire avec ça. Je vais faire avec ce qui arrive. Et donc j'ai accueilli, je l'ai aidé à accueillir en tout cas tout ce qui était là. Et moi je me suis dit voilà, c'est libérateur, on en a besoin et c'est ok en fait, c'est pas grave. C'est aussi ça hein, pour moi le rôle d'aider les gens à se reconnecter à leurs émotions, c'est de leur montrer que c'est pas tabou
et que c'est OK et que l'émotion, voilà, elle a juste un message à nous apporter. Donc on a été regarder ça et on a commencé la séance comme ça. On a commencé la séance à partir des pleurs, de ce qui lui venait comme pensée, comme image et cetera. Donc Trop bien. bon. C'est oui, alors se protéger, bah oui, faut se faire des pauses, faut s'aérer l'esprit, faut faire d'autres choses, faut avoir autre chose à côté, quoi. Donc une vie de famille, aller se promener, Bah, prendre soin danser, de toi chanter. aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est prendre soin de soi pour évacuer aussi, et que tout repose pas là-dessus. Ouais, ça aérer l'esprit quand même. Mmh. Merci. Donc là, on a vraiment fait le tour un peu de ton métier. Maintenant, on va parler du côté entrepreneur. Alors justement, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du coup Happy Naissance, hein, c'est le nom de ton entreprise, je crois. C'est bien ça, hein? Oui, happiness, sens, donc happiness qui me rappelle, tout ce qui est psychologie positive, hein, le bonheur et sens parce que, ce qui donne du sens à sa vie et c'est, venu, tout naturellement, après mon envie de reconversion, pour aller vers quelque chose sur la psychologie positive, le coaching, tout ça et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas accompagner les gens, qui étaient comme moi avant, hein». Avant j'étais un peu perdue, tu vois, en entreprise, je savais pas trop ce que je voulais. Je sentais qu'il y avait un truc qui était plus aligné, donc et j'ai appris à me reconnecter à mes fameux besoins, hein. Quand je te parle de mes problématiques de coaching, c'est clairement des problématiques que j'ai traversées, en fait. Et donc moi, j'étais complètement détachée de mes besoins et aujourd'hui, ben, j'ai envie d'aider, les gens à oser croire en leur capacité d'avoir plusieurs vies, si je peux dire ça comme ça. Hem, on a tendance à suivre, tu sais, la route toute faite, donc moi, j'avais travaillé plus de 20 ans en marketing. Je me disais: «Est-ce que j'ai envie encore 20 ans?» Je sais pas, tu vois? C'est pas que ça me déplaît le marketing, mais on n'a qu'une vie et peut-être qu'il y avait d'autres choses à explorer et donc j'avais envie d'aller explorer d'autres choses et notamment d'être plus dans les relations authentiques, qu'on peut trouver en coaching. Les gens, ils viennent et ils baissent les masques et hop, ils sont eux-mêmes et on voit qu'on est tous identiques et ça, moi, ça me fait du bien de voir que oui, on est tous pareils et ça fait ouais, ça fait du bien de sortir un peu du masque qu'on trouve beaucoup en entreprise et d'être, voilà, on trouve du sens aussi à aider les gens. On trouve du sens à faire du bien. Donc finalement, comme on dit, quand on fait du bien, on se fait du bien à soi, en fait, hein. Tout à Ça fait. ça a du sens et puis ça nous fait du bien. Donc ouais, c'est venu un peu de tout ça, toute cette volonté de mettre plus de sens, d'explorer d'autres facettes de moi et ça s'est Ok. fait naturellement, en fait, C'était ton chemin. c'était mon chemin et je me suis autorisée à l'emprunter. Trop Même bien. si, tu vois, j'avais aucune, idée, je veux dire quand on se lance, on sait pas du tout ce que ça va donner mais j'avais envie de prendre le chemin parce que, bah, je voulais essayer, quoi, tout simplement. Je me suis dit: «Let's go, crois en toi, vas-y et au moins tu auras pas de regrets à pas avoir essayé, quoi». Tout à fait. Mmh. Alors tu dis on est tous pareils, moi je le vois aussi en photo. En fait, on est tous super durs avec soi-même, aussi par rapport à son image, hein. Je vois, il y a des femmes magnifiques qui viennent, elles sont tout autant complexées. Alors, c'est horrible ce que je dis, de personnes moins jolies, alors qu'en fait, je trouve que tout le monde est super, et magnifique. Mais vraiment, il y a même des modèles avec qui je travaille qui sont vraiment dans les critères de beauté, voilà, qui sont définis par la société et même elles sont, voilà, pour un moindre détail, enfin, personne se trouve photogénique et personne n'aime son image. Alors que justement, moi, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, tout le monde, on est tous beaux, en fait. C'est juste qu'on nous a imposé des choses et qu'on a une autocritique, mais tellement forte envers soi-même. C'est dingue, quoi. Alors que les Oui, autres ne ça les voient c'est pas. non, mais c'est vrai, moi je me souviens que c'était un des trucs où j'avais besoin d'être rassurée par rapport aux photos quand, j'ai travaillé avec toi. Je me suis dit: «Ouais, mais prends pas cet angle-là, prends pas ce fais attention à ça» et quand j'ai vu le résultat, j'étais contente parce qu'en fait, tu avais voilà un savoir-faire, tu m'as guidée, tu m'as dit: «Ben, pose comme ci, fais comme ça». Enfin, tu as fait en sorte que ce soit naturel, que ce soit, avantageux et je me suis, bah, sentie jolie sur les photos et ça, c'était chouette et ouais, Faut, c'est pas juste une photo, quoi. C'est mettre à l'aise, c'est rassurer, c'est, sublimer, quoi.
Mais Donc, maintenant, il faut que tu te sentes belle en dehors des photos aussi, hein, parce que tu es jolie, oui. même en dehors des photos, hein. Moi, je ne fais que montrer la réalité sous un angle différent, hein. C'est tout, hein. Non, mais je dis ça, c'est vrai, parce que quand on fait des photos et qu'on va les mettre sur les réseaux sociaux, les sites internet, tout ça, on a peur, tu vois, que ce soit, qu'on se sente pas à l'aise avec la photo, mais en fait, j'ai trouvé que le résultat était là. Après, c'est vrai qu'il y a tout un travail sur l'acceptation de soi, et ça, c'est pas toujours facile, j'avoue. Mais en fait, c'est Il y ça a qui est drôle toujours aussi. des, ouais. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que finalement beaucoup de modèles avec lesquels j'ai travaillé, donc des modèles, c'est des gens qui vraiment font de la photo beaucoup avec beaucoup de personnes et tout, qui posent pour des photographes. La plupart se sont lancées parce que justement elles n'avaient pas confiance en elles et qu'elles ont voulu travailler sur leur confiance. Elles ont fait ça par la photo, donc c'est super intéressant de voir ça sous cet angle-là. Ouais, ouais, c'est thérapeutique, hein, quelque part. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui a été le plus beau moment dans ton parcours? Dans mon parcours, je me souviens surtout du moment où le premier jour de ma formation de coaching. Quand je suis arrivée là-bas et je me suis dit, nouvelle vie commence, tu vois. Et c'était palpitant, tu vois, d'avoir un nouveau départ, de se dire on peut recommencer depuis, enfin une nouvelle vie, quoi. On peut recommencer quelque chose de différent. Et je sais pas, il y avait un sentiment très fort à ce moment-là, quand j'ai entamé cette partie-là, et j'avais pas lâché mon travail encore, hein. J'étais en side project, on va dire, mais c'était voilà, l'ouverture vers quelque chose d'autre, une renaissance, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'aussi, enfin, moi, on m'a élevé comme ça que fais tes études, trouve un CDI, un mari, des enfants, une maison, et reste comme ça jusqu'à ta retraite, quoi. Et aujourd'hui, on a vraiment cette envie de sortir de ça. Et comme tu l'as dit avant, on peut avoir plusieurs vies dans une vie, quoi. Bah oui, enfin, Et ça, je trouve que c'est bien qu'on s'autorise de plus en plus ça aujourd'hui, parce que ouais, ben c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs passions, plusieurs comment dire, plusieurs facettes de notre personnalité. Et donc, par exemple, dans le marketing, bah, c'était plus la créativité. Et puis, dans le coaching, bah, c'est plus mon relationnel, tu vois. J'ai un bon relationnel avec les gens, et j'ai beaucoup d'empathie. Et du coup, voilà, je m'en sers euh, dans ce métier-là que je ne pouvais pas forcément faire avant. Donc, c'est une autre facette de moi, et ça nourrit cette facette-là aussi. Bon, la créativité, il y en a toujours malgré tout, mais de la tu vois, ça communication aussi c'est... encore un peu, enfin du marketing Ouais, aussi encore voilà. un peu. Ouais, quand même. Mais c'est vrai que il me manquait cet aspect-là un petit peu, où je pouvais vraiment utiliser mon relationnel, tu vois. Ça, c'était important pour moi, en tout cas, de développer. Ok. Du coup, tu dois parler de ce qui était le plus beau et le plus difficile. Ah bah, se vendre. Parce que, ok, tu viens du marketing, tu te dis, ouais, facile, je viens du marketing, je sais pas faire et tout. Sauf que se vendre, c'est pas vendre un produit ou un service d'une entreprise, tu vois, c'est assez différent. Et d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, le côté illégitime quand tu te reconvertis, tu te sens pas forcément légitime, tu vois, complètement affirmer que tu es coach aujourd'hui, après un an de formation. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps, et aussi pour trouver en quoi j'aidais vraiment les gens, en fait. Parce que tu as la formation pure et pratique, les outils, tout ça, c'est une chose, mais en quoi, enfin, qu'est-ce qui me caractérise en coaching? En quoi je suis bonne? En quoi je suis particulièrement la bonne personne? Donc là, ça m'a pris un petit peu de temps aussi à cerner. Et donc, du coup, bah, quand tu sais pas trop ça, c'est difficile d'en parler correctement, c'est difficile de se positionner. Donc, ouais, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et ouais, ça, c'était vraiment pour moi le plus difficile, se vendre en tant que coach quand tu viens du marketing, quoi. Ouais. Je comprends. Et du coup, justement, avant, on a parlé des réseaux sociaux et on a parlé aussi des injonctions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux déjà ce qu'on doit faire. Et on voit aussi des success stories ou en tout cas des gens qui nous disent ah ouais, moi, je me suis lancée au bout de 6 mois, je gagne déjà 3 000 € par mois. Ou voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que, en fait, si je pose cette question, c'est parce que justement, j'ai envie de remettre les choses à leur place et de dire que faut pas tout croire ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, qu'en penses-tu? Bah, je pense que ça fait rêver, hein, que ça soit facile, que ça marche tout de suite, qu'il y ait une solution miracle. On en parlait tout à l'heure. Mais je pense que
je pense qu'il faut pas imaginer que tout va être aussi simple que ça, que si c'est plus simple que prévu, tant mieux, mais on peut aussi descendre, enfin tomber de haut quand on croit que ça va être facile et qu'on se rend compte à quel point finalement on galère. Ce que je vois souvent chez les entrepreneurs débutants, c'est cet enthousiasme des débuts, cette énergie qu'on va bouger les montagnes et tout. Puis au fur et à mesure des difficultés, du chiffre d'affaires qui rentre pas comme il faudrait, tout ça, c'est là que c'est difficile et c'est là que ça fait la différence entre les différentes personnes parce que est-ce qu'on va être assez persévérant, est-ce qu'on va être assez résilient, est-ce qu'on va être capable de pas trop enfin, se sentir nul, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas assez bien au niveau de ce qu'on voulait être, ben on va peut-être se dévaloriser et se décourager, perdre confiance, etc. Alors que voilà, c'est tout un chemin d'évolution. Il faut juste accepter que il puisse prendre plus de temps. Il faut se laisser le temps aussi parce que ben on grandit dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ça aussi, c'est trop, c'est trop, tu sais, les succès YouTube, tu vois, les youtubeurs qui arrivent, hop, 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 ça y est, ils ont 500 000 vues ou je sais pas combien, mais non, mais avant, ils ont peut-être galéré 2 ans, 3 ans, et ça, bah, toi, tu sais pas forcément, ou tu t'y intéresses pas plus que ça, mais il faut remettre les choses à leur place. C'est rare que ça se passe du jour au lendemain, et surtout, ça peut te faire payer beaucoup de formations très chères dans l'espoir d'eux. Et après, tu reviens en disant, putain, mais j'ai lâché 2000 balles, pourquoi? Euh, les ressources, tu les as en interne en général. Et juste ton niveau d'exigence et la réalité, enfin, il y a un gap entre les deux, quoi. Faut apprendre à voir les choses un peu plus simples, peut-être plus progressives aussi. Je dis, il n'y a pas forcément besoin de choisir non plus entre entrepreneuriat et salariat. Moi, j'ai commencé avec un side project, hein, donc j'avais mon travail à 80% et puis j'avais mon projet que je développais à côté. Et puis voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de se mettre, tu sais, toute la charge de développement de son entreprise dès le départ. Ça y est, top chrono, j'ai 18 mois de chômage et en 18 mois, il faut que j'y arrive. Ben, ouais, en 18 mois, Bon courage. ouais, j'allais dire, en 18 mois, c'est bien si tu y arrives, mais je pense que c'est pas la majorité des personnes et ça peut, hein, je dis pas, mais c'est pas la majorité des personnes. Genre, je pense qu'il vaut mieux être un peu réaliste et un peu se laisser le temps et surtout le confort parce que tu deviens une mauvaise entrepreneur si tu as trop cette pression financière finalement. Tu vois, t'es plus bien à faire les choses, t'as plus, enfin, tu y fais plus dans la même énergie, donc c'est aussi important de s'accompagner en se disant, ben, je me laisse plus de temps, je le fais bien, et à côté, ben, peut-être que j'ai un job, peut-être que j'ai un truc qui va me permettre d'être un peu plus sereine, et c'est ok en fait. Je trouve que c'est important voilà, de se laisser le temps de développer son entreprise. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, euh, et je soulignerai aussi attention aux formations qu'on nous vend, voilà, parce qu'on tombe tous dedans, hein. Une fois, deux fois, trois fois, puis après on se rend compte qu'en fait c'était peut-être pas une bonne idée. On a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, donc attention à tout ça. Oui, puis surtout, c'est des outils. C'est plus des outils, mais au final, tu peux avoir les meilleurs outils, les meilleures stratégies du monde. Si intérieurement, il y a un truc qui bloque, que tu as quelque chose que tu as pas non plus dépassé, bah, tu vas te le traîner avec, en fait. Donc, tu auras beau avoir la meilleure stratégie, ben, si tu oses pas, si tu passes pas à l'action, enfin, il va rien se passer. Et Donc, il y c'est a un quand même d'abord un travail sur soi avant aussi à faire, je pense, et trouver ses propres stratégies, plus que prendre le truc qu'on te promet comme miraculeux. Oui, parce que finalement, comme avec ton coaching ou comme avec la nutrition, la formule magique n'existe pas. Donc, même si tu payes 5 000 € une formation, il n'y aura pas la formule magique. Si la formule magique existait, on serait tous On millionnaires, on serait serait tous, tous ouais, des top modèles, on serait tous super heureux. Voilà. Donc, ne c'est nous ça. laissons pas avoir par tout ça. C'est ça. Et tu sais, le pire, ça me vient juste, je trouve que c'est important aussi. Moi, j'ai eu une fois, une période, un mentor qui me bousculait un peu et je pensais que c'était important, tu vois, d'avoir quelqu'un qui me pousse, qui me challenge et tout ça. Et en fait, ça m'a amené à des stratégies qui n'étaient pas adaptées à moi.
et je comprenais pas pourquoi c'était difficile pour moi, pourquoi j'avais pas envie de m'y mettre et tout ça et en fait, c'était juste que, bah, il fallait c'est pas le genre de personne dont j'avais besoin, en fait. Je croyais que j'avais besoin de quelqu'un tu vois, qui me booste, qui me pousse et en fait, pas du tout et j'avais surtout besoin de comprendre comment moi je voulais faire et pas, tu vois, croire que parce qu'elle, elle a réussi avec ça, c'est fait pour moi. Non, pas forcément. En fait, c'est pas parce que ça marche pour l'un que ça marche pour toi. C'est pour ça que même si voilà, tu as une solution miracle qu'on t'offre sur un plateau, bon, bah, et peut-être que t'es pas la même personne, le même type de personne, peut-être t'as pas le même business, ou enfin, on peut pas transposer les choses comme ça. C'était exactement aussi l'objectif de ce podcast, c'est que avec mon travail, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes ou de coachs en bien-être qui Mm. avaient tous, selon eux, la solution miracle, le truc qui va fonctionner et tout. Et pareil, si ça fonctionnait, tout le monde serait heureux. Ça se saurait. Je pense effectivement qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà, chaque personne est différente. Ensuite, il y a plein de techniques et je pense que les techniques vont fonctionner plus ou moins bien sur une personne ou sur une autre. Et après, il y a aussi l'énergie du coach ou du thérapeute qui va aussi matcher ou pas avec le client. Et je pense que c'est tout ça. Voilà, il faut vraiment réussir à trouver la bonne chose au bon moment avec la bonne personne pour que ça marche. Et donc l'idée, c'était de montrer un peu plus aussi aux auditeurs, de montrer tout ce qu'il existe et de voir aussi, en discutant comme ça, il voit aussi ton énergie, comment tu travailles et tout, et de donner cette envie et de voir si ça peut matcher. Et Mm. voilà. Ouais, c'est hyper important. Et puis des fois, on fait des erreurs de parcours, hein. Ça Oui. arrive, hein. Moi, j'ai choisi quand j'allais assez mal juste avant ma reconversion. J'ai choisi un thérapeute. Il m'a super bien convenu. Il m'a beaucoup beaucoup aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup. Je dis c'est pas un tabou, la thérapie, c'est très bien. Si tu en as besoin, vas-y quoi. Mais voilà, sur d'autres accompagnements, comme la mentor dont j'ai parlé. Alors ça, c'est pas que ça m'a pas aidé à certains niveaux, mais c'était pas la bonne énergie pour moi. Mais en même temps, c'est pas un mentor que j'avais choisi vraiment. Donc, c'est un organisme qui m'avait désigné. Mais oui, c'est hyper important, je pense, de trouver la personne qui respecte ton énergie et même de se méfier quand on se dit j'ai besoin d'être secoué d'un coup de pied aux fesses. Pourquoi en fait? Pourquoi tu as besoin de te maltraiter? Question. Une bonne question. Ouais. Très bonne Un peu question. comme je disais, par laquelle je suis aussi passée à un moment donné, comme je le disais, je dis ouais, mauvais choix. Mais ça, c'est pas un bon choix en fait. Mm. C'est pas un choix qui te respecte. Enfin, c'est terrible de se dire je vais chercher quelqu'un qui va aller me bousculer. Je pense qu'on peut faire bouger les choses sans être brusque, tu vois. C'est vrai. Après, je pense aussi peut-être qu'il y a différentes personnalités. À voir. Enfin, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne question de se dire, c'est vrai qu'on se dit toujours, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça ira mieux. Au vrai, si tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière qui pose problème, quoi. Mm. Oui, il faut aller Intéressant. creuser en tout cas. Ok, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On va arriver à la fin de ce podcast. J'avais une question. Si tu devais offrir un seul livre à un ami, lequel ce serait? C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Les Antisèches du bonheur, de Jonathan Lehmann. C'est celui que j'ai lu en 2020 et je trouvais qu'il était assez complet sur tous ces petits rituels qui peuvent faire du bien au quotidien, dont les poubelles mentales dont j'ai parlé, mais aussi la méditation et autres. Mais il y a 15 000 formes de méditation, je précise. On n'est pas obligé d'être en tailleur et tout ça. On peut aller se promener ou autre et c'est aussi de la méditation. Mais je trouvais qu'il y avait pas mal de clés de bien-être dans ce livre et j'ai beaucoup aimé, voilà, ce côté-là. Si je devais le conseiller pour quelqu'un qui débute un peu, je trouve que c'est abordable et moi, ça m'a bien plu en tout cas. Ok, merci. Et si je te dis un brin de légèreté, ça te fait penser à quoi? Un esprit serein, la joie, le sourire, les petits plaisirs de la vie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, si nos auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller? J'ai mon site internet déjà, happinessence.com. Donc, happinessence, Happiness.com, parce que pas toujours évident de l'écrire. Sur les réseaux sociaux, sous Happinessence Coaching, ou sur LinkedIn, sous Florence Deden, DE2DEN. Voilà. Je suis un peu Ok. présente sur tout ça. Et puis sur Strasbourg, s'il y a des événements autour souvent des sujets des femmes
j'aime bien les événements où on discute un petit peu des questionnements féminins, entrepreneuriat féminin, des choses comme ça. Très bien. Voilà. Bah, je mettrai toutes ces infos dans la description. Et ben Merci. écoute, Florence, merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé très intéressant et très léger, justement. Donc, merci beaucoup. Ok, merci à toi. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne semaine.